Titane, le titre du film, renvoie à la fois au métal blanc qui est dans la tête d'Alexia après son accident de voiture, mais c'est aussi la version féminisée de Titan. Donc ces géants, ces divinités de la mythologie grecque. Et c'est vrai que ça correspond aux personnages qu'on va voir dans le film, Alexia, Vincent, qui sont des êtres peut-être pas surhumains, mais transhumains. Vous inventez non pas des héros ou des anti-héros, mais comme les premiers représentants d'une mythologie moderne. Enfin, c'est exactement à ça que j'ai pensé, en tout cas, en créant ces personnages et en appelant le film Titane, ce qui était extrêmement tôt dans le processus, même le début du processus, en fait, d'écriture. Et, euh, et c'est vrai que ouais, j'ai pensé en fait, à la naissance aussi d'une humanité qui serait plus forte, qui serait finalement forte de ses tares aussi. Parce que ça, je pense que c'est important aussi dans le film, puisque le métal est aussi vécu comme une anomalie. Et finalement, d'aller se dire que cette anomalie peut devenir une force, peut devenir un atout, et que de ces deux monstruosités, il s'agit en effet de transhumanisme, donc Vincent avec son corps shooté aux stéroïdes, et puis elle avec son métal dans la tête. C'est comment, voilà, de ces deux formes de monstruosité, ces anomalies, peut naître une humanité qui est pas forcément celle qu'on attend, qui est une humanité nouvelle. Donc c'est vraiment d'où le truc des titans, puisque donc les titans sont les enfants d'Uranos et Gaïa. Et d'ailleurs, évidemment, Uranos et Gaïa, donc le ciel et la terre, m'ont inspiré ce mélange cette rencontre en tout cas du métal et du feu, du froid et du chaud, qui est là dans tout le film, y compris surtout à la lumière, bien sûr, pour arriver à une humanité, donc au final dans le film, qui serait forte de sa monstruosité, et qui du coup, enfin, fait que pour moi, c'est un film qui est résolument optimiste. Donc le film mélange beaucoup de choses et je trouve qu'il apporte même deux sens, deux significations au terme genre. On parle beaucoup de cinéma de genre et c'est vrai que le film emprunte beaucoup d'éléments au cinéma d'horreur, au cinéma fantastique, au film de science-fiction. Mais il y a genre et moi je parlerai aussi de gender parce que c'est vrai, c'est aussi un film qui s'intéresse à une forme de fluidité sexuelle, à de transformation, une métamorphose. Donc c'est aussi un film qui est sur l'identité physique de ces personnages qui évoluent tout au long du film. Le jeu sur les identités du film, donc d'avoir un film qui soit évolutif et qui mue en même temps que mes personnages, et donc au sein duquel, en fait, on s'attend jamais à ce qui suit. C'est quelque chose, bon, que j'avais déjà commencé à travailler sur Grave, et je pense que j'ai radicalisé ici vraiment, de sorte à faire un film qui soit aussi indéfinissable et aussi libre que mon personnage. Et donc du coup, forcément, voilà, c'est lié à cette réflexion, moi, sur le genre, que j'essaye, en fait, finalement, de brouiller dans tout le film. C'est-à-dire que c'est pas le genre que j'essaie de brouiller, c'est les stéréotypes de genre que j'essaie de brouiller pendant tout le film, et desquels je joue beaucoup, puisqu'on se trouve avec 2 énormes stéréotypes qui sont, la féminité représentée dans le salon auto, qui est une féminité qui est, sursexualisée, suriconisée, boursouflée, qui correspond vraiment à un faux idéal, et ce que j'appelle moi un leurre. Et la masculinité, la virilité de la caserne de pompiers, qui là aussi, en fait, à travers ses muscles et ses doses, ses charges de testostérone très évidentes, correspond à un autre stéréotype que moi j'essaye justement d'aller féminiser en ce sens-là, notamment avec la lumière et le jeu sur les couleurs, et aussi sur finalement une forme de douceur qu'on ne trouve pas du côté des femmes, où là c'est vraiment le monde de la violence, finalement de la pulsion de mort. Alors que de l'autre côté, on va être sur quelque chose qui est plus rond, qui est totalement fantasmatique, en fait, et au point de l'obsession, d'ailleurs, parce que le personnage de Vincent est incroyablement obsessionnel, pardon. Et alors que du côté d'Alexia, on est sur de la pure pulsion, de la pure, hem, ouais, de la pure, ouais, en fait, oui,
mort, en fait, on est vraiment du côté de la mort et c'est pour ça que j'ai joué aussi sur beaucoup le métal, le froid, à la lumière à ce niveau-là, alors que c'est beaucoup plus chaud chez les pompiers. Donc au milieu de ça, on a le personnage d'Alexia qui, elle, en fait, se balade entre ces 2 stéréotypes pour finalement, en fait, sortir de ces stéréotypes et devenir une créature à part entière qui n'appartient qu'à elle, qui ne représente qu'elle, au-delà de tout déterminisme de genre, au-delà de tout autre déterminisme social et familial aussi, mais surtout du déterminisme de genre où en fait, pour moi, l'idée, c'était vraiment de, aller essayer de faire aller le spectateur, vers l'abandon de la pertinence du genre. Est-ce que vraiment catégoriser quelqu'un en fonction de son genre est pertinent ou non? Sachant que voilà, j'ai un personnage qui, au final, ne s'appartient qu'à elle-même et donc qui est libre. La métamorphose, c'est un thème, majeur du cinéma fantastique, je dirais du cinéma tout court aussi, par extension, que ça soit dans le cinéma classique ou le cinéma, moderne et dans Titane, vous offrez une réinterprétation très très contemporaine de ce thème de la métamorphose et vous venez d'en parler. On est effectivement dans un rapport, non genré justement, enfin, il y a un rapport à la dépassement des stéréotypes sexuels, sociaux, familiaux, une forme de fluidité, physique et sexuelle. Avec Titane, j'ai l'impression que vous continuez à être travaillé par des obsessions, très personnelles, mais aussi que le film est à l'écoute et ouvert à des préoccupations qui sont, celles d'aujourd'hui, de notre époque. J'imagine que vous en étiez consciente, au moment de l'écriture? Le fait que ce soit devenu des préoccupations modernes, j'en étais évidemment très consciente puisque moi je lis énormément de choses sur la question. Je lis beaucoup de voilà, déjà j'essaie d'observer un petit peu ce qui se dit sur les réseaux, je lis des articles, tout ça machin, donc on ne peut pas ignorer de toute façon, l'importance, de la fluidité aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit il se trouve que moi, j'ai toujours vu ça comme ça. Donc j'ai eu l'impression en fait, mais ça c'est très agréable en fait quand on a l'impression qu'on appartient à son époque et qu'on est dans une forme de modernité. C'est-à-dire que, je dis toujours comme exemple que quand je suis arrivée à Cannes avec Grave, je m'attendais en fait à être le seul film sur le cannibalisme et quand j'arrive, là-bas, je me rends compte qu'il y a 3 autres films qui parlent de ça et j'ai trouvé ça absolument formidable. C'est-à-dire que moi, ça m'a vraiment fait un bien fou de me rendre compte qu'en fait, j'étais au cœur du sujet et j'ai un peu cette même impression-là aussi, avec Titane. Hem Parce que je pense déjà qu'il y a d'autres films aussi sur la question, mais aussi parce qu'effectivement, une question, voilà, qui se pose beaucoup, en tout cas, dans la société mais moi, il faut vraiment savoir que, par mon expérience personnelle et puis par la vision que je me forge au fur et à mesure des années, c'est vrai que moi, j'ai toujours vu, la mutation, la transformation comme étant un facteur hem, qui était résolument positif, mais en plus que de toute façon, nous subsumait un peu. C'est-à-dire que c'est comme ça existe. Alors moi, on me dit souvent, par rapport au covid, est-ce que vous avez l'impression d'une apocalypse de zombies ou je sais pas quoi? Enfin évidemment puisqu'on parle de trucs de genre. Alors que moi finalement, j'ai eu une approche qui était assez à la fois fataliste et résignée par rapport à ça puisque je vois pour moi, la transformation est partout et je qu'elle soit naturelle ou pas, en tout cas, elle fait partie du cycle de l'humanité. L'humanité ne représente qu'un cycle sur la terre et donc en ça, oui, j'ai l'impression que mes préoccupations rejoignent clairement celles de notre époque. C'est vrai que c'est des préoccupations qui sont un peu partout, qui sont exprimées, de manière artistique, de manière politique. Ce qui est intéressant, c'est que vous le faites à votre façon et que c'est une façon assez, assez unique. Dans la transformation, il y a aussi la monstruosité qui est aussi un thème qui traverse le film et la monstruosité au cinéma, ça implique un mélange de fascination et de répulsion, de laideur et de beauté. C'est aussi quelque chose qui est au cœur de votre film. Est-ce que vous vous êtes posé la question de la représentation? Est-ce que à un moment donné, vous vous dites: «Voilà, je suis dans un genre, d'un film violent, d'un film qui présente des choses assez, inimaginables», ou est-ce que jusqu'où je peux aller dans la représentation? Est-ce que j'ai envie d'explorer des zones, un peu nouvelles ou des territoires qui n'ont pas vraiment été, explorés ou alors dépasser certains cinéastes, pour lesquels vous avez sans doute une grande admiration?
ou les suivre? Ben, la première chose qui est une réponse très brève, mais je pense vraiment pas qu'on puisse écrire et réaliser un film en se comparant à d'autres cinéastes. C'est-à-dire que je pense que c'est la chose la plus castratrice de la planète, créativement parlant. Donc, en tout cas, même si on peut pas nier ses influences, en tout cas, y penser au moment de l'acte créatif est complètement contre-productif, je pense. Mais, en tout cas, voilà, pour revenir sur cette idée du beau, du laid, de la monstruosité, il faut savoir que chez moi, la monstruosité est toujours forcément positive. Heu, parce qu'elle n'est pas la norme, tout simplement, et que c'est vrai que moi, mes films s'attachent vraiment à essayer de dérouter, le spectateur de la norme, de la normativité, et d'essayer, en fait, d'accepter, tout le reste, en fait, des possibilités humaines. Donc du coup, de fait, moi, j'aime beaucoup voir le beau dans le laid. J'aime beaucoup montrer le beau, dans le laid. J'aime beaucoup montrer, hem, la sensibilité dans, quelque chose qui, a priori, pourrait générer de la répulsion. Et c'est vraiment, enfin, ouais, c'est vraiment, je crois, une de mes démarches, majeures dans ce que je fais. À ce niveau-là, je ne m'interdis rien, mais dans la mesure où c'est à hauteur de personnage. C'est-à-dire que moi, je vais jamais, aller essayer de jubi quand je me sens jubiler moi-même sur quelque chose, j'essaye de pas aller là. C'est-à-dire que je ne vais qu'à hauteur du personnage. Si il est important que l'on vive avec le personnage quelque chose de violent, et ben, alors dans ces cas-là, je vais le montrer vraiment, et je vais le montrer comme le vit le personnage, avec la même souffrance, la même douleur, hem, mais je vais jamais outrepasser ça en me disant: «Oh, et si je m'attardais un peu plus là-dessus parce que je sais que ça va marcher?» Ça, je le fais pas. Parce que, alors c'est tentant, hein, c'est tentant pour tout le monde, mais j'essaie de pas le faire parce que j'aime pas du tout la gratuité, et j'aime justement, je pense que, quand on manie justement la monstruosité, la violence, la laideur, et qu'on essaie d'en faire quelque chose de beau, il faut vraiment, être au diapason, en fait, de la sensibilité du personnage, et hem et je il y a qu'en fait, je pense qu'il d'ailleurs, qu'il y a que comme ça qu'on peut vraiment confronter le spectateur. Parce que quand ça devient gratuit, là, ça devient cartoon, et là, ça fait rire. Donc là, on sort du truc. Alors, ça veut pas dire que j'aime pas ça dans d'autres films. C'est un truc qui peut vraiment me faire jubiler en tant que spectatrice dans d'autres films, mais pour moi, ce serait aller contre mon en fait, j'ai pas envie de dire discours, mais contre tout ce en quoi je crois dans la vie. Donc j'essaie de pas le faire. On peut qualifier Titane de film mutant, puisque c'est un film qui mute en même temps que ses personnages. En tout cas, il y a un film qui se transforme, qui part d'un endroit, qui arrive à un autre. Comment elle se pense, comment elle se crée cette forme, la forme du film, pour qu'elle soit aussi mutante que les personnages. Euh, Bon, je crois savoir que le film, enfin le scénario était peut-être plus chapitré, plus long que le film terminé, que le film est peut-être plus direct, mais j'imagine qu'il y a eu un travail d'écriture, bien sûr, mais aussi à la mise en scène et au montage pour arriver à cette forme-là. Le scénario se dépasse forcément à travers la mise en scène, qui est une nouvelle écriture du scénario, et le montage est une nouvelle écriture de ce qu'on a fait à la mise en scène, et même tout le reste de la post-production, le travail sur l'étalonnage, le son, reviennent, et la musique évidemment, évidemment, qui est vraiment une forme d'écriture très, très puissante, viennent réécrire tout ça. Donc en fait, de toute façon, pour moi, dans le processus de fabrication du film, on est de fait dans quelque chose d'évolutif, et dans quelque chose qui vient vraiment perdre ses peaux, de manière reptilienne. Heu, donc, après, sur l'écriture pure, donc oui, il y a eu une version très ancienne qui était effectivement en 3 chapitres. Donc ça, c'est tombé finalement assez vite, au sein des versions, parce que je crois que ça allait jusqu'à la version 3, et il me semble en avoir écrit 11 ou 12. Donc c'est tombé assez vite, et puis c'est tombé aussi à un moment où moi, j'ai j'ai en fait pris sur moi de ne plus, voilà, d'en avoir plus rien à foutre, et de faire vraiment ce que je voulais faire, hein, grosso modo. C'est-à-dire que c'était encore la manière de chapitrer le film à ce moment-là, était encore quelque chose qui relevait de la peur, et d'essayer de maîtriser, en fait, quelque chose dans le film, que ce soit son discours, ou même, de maîtriser, en fait, les effets que j'allais produire, en m'assurant que c'était, aussi, on va dire, efficace que grave a pu l'être, mais sauf que c'est absurde à l'écriture de se comparer à un film qui est déjà réalisé. Ça n'a aucun sens, en fait. Mais à cet endroit-là, c'est un endroit de peur, et quand j'ai lâché ça, j'ai lâché le chapitrage, et je suis allée finalement en suivant beaucoup plus mon instinct, et il se trouve que moi,
enfin, je suis quand même quelqu'un qui est à la fois très organisé dans ma tête, très précise, mais je fonctionne énormément à l'instinct, que ce soit dans la mise en scène ou dans l'écriture, ou dans la poste et tout ça. Donc quand je me mets à suivre mon instinct, c'est là où les choses commencent à devenir plus organiques au film et à m'échapper et finalement, c'est une très grande jubilation que d'arriver à un endroit, dans le scénario où on ne pensait pas aller à la base, mais que les personnages nous ont amenés là-bas. Alors ça, c'est vraiment super. Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about. Et comme c'est un film où le corps est dans tous ses états, la danse, des scènes de danse, occupent une place très très importante. Le Les moments de danse, c'est des moments où les personnages se laissent aller. Après, tous les personnages dansent à un moment donné du film et c'est vrai qu'il y a un lâcher prise et il y a de la joie, du plaisir, qui contraste avec la douleur ou la violence qu'apporte la drogue ou la souffrance qu'on voit dans le film. C'était très important, vous avez parlé de musique, de chansons, mais que la danse soit aussi présente dans le film? Oui. Bah, c'est-à-dire que vu que c'est un film qui est radicalement corporel, dans lequel il y a très peu de dialogue, la danse, c'est un dialogue entre les corps donc et c'est aussi un dialogue avec le spectateur. C'est-à-dire que c'est vraiment un endroit ça vaut aussi pour moi sur, l'utilisation, par exemple, des prothèses, pour ce qui est du genre. Mais de la même manière, voilà, la danse va nous parler directement à nous en tant que spectateurs, va nous faire créer une émotion dans laquelle on n'a pas besoin, en fait, d'expliquer ou juste on est pleinement avec le personnage à ce moment-là. Alors je précise quand même que c'est pas une comédie musicale, c'est-à-dire que mes personnages ne se mettent pas à danser comme ça au milieu de nulle part, pendant une scène, mais que c'est amené par le contexte du film. Mais à chaque fois, cette danse-là veut dire quelque chose et surtout, déclenche une étape supplémentaire dans les relations qu'ont mes personnages entre eux. Ça crée un nouveau lien et c'est vraiment ça puisque le film, c'est vraiment comment partir d'un monde sans amour et sans humanité, qui soit pure violence, pure pulsion de mort, à à à à créer des liens entre 2 personnes qui n'étaient pas déterminées à s'aimer et vu que ces 2 personnes-là, c'est quand même vraiment enfermées ensemble, de manière presque à huis clos ou en tout cas moi je traite, toutes les scènes comme étant quand même assez claustro, assez enfermées sur eux 2. On est sur quelque chose où le rapport des corps entre eux, doit montrer l'évolution en fait. C'est-à-dire que 2 personnes qui, qui se rejettent, qui se violentent au début, comment est-ce qu'ils vont réussir à, s'embrasser finalement, littéralement, dans la danse? Donc ouais, c'était super important. Après, c'est vrai que très étrangement, en écrivant ces scènes de danse au scénario, je m je sais pas comment dire ça, c'était naturel pour moi, c'était logique, mais c'est pas avant de les en fait, c'est en les filmant que j'ai réalisé à quel point ça allait être, comment dire? Important et surtout comment à quel point ça allait être, hem, heu, vraiment, comment dire? Enfin, prééminent dans le dialogue qu'ils allaient établir entre eux, dans le dialogue que j'allais écrire, avec les spectateurs. C'est je m'en suis vraiment rendu compte qu'en les voyant sur mon combo, où je me suis dit: «Ah ouais, d'accord, ça là, en fait, là encore, ça me dépasse» et c'est super. Well, no one told me about her, the way she lied. C'est vrai que c'est un film qui parle avant tout de sentiments et je dirais qu'au cœur du film, il n'y a pas la relation, humain-machine ou femme-voiture, ça c'est plutôt le point de départ. Le vrai cœur du film, c'est l'histoire d'une femme-enfant qui va rencontrer un père de substitution, lui-même à la recherche d'un enfant, disparu et le film raconte vraiment la rencontre de 2 folies et de 2 solitudes et alors comme vous dites, c'est peut-être pas un film sur l'amour, mais sur le début de l'amour ou la naissance de l'amour et c'est ça que raconte le film. Là, j'avais envie de mettre l'amour au centre du film et d'aller vraiment aller chercher ce que c'est que l'inconditionnel, ce que c'est que l'absolu, ce que ça veut dire, ce que ça implique aussi de tabou, parce qu'il y a vraiment tout un aspect incestuel au film qui peut être très dérangeant et qui peut suggérer, le rejet chez les spectateurs aussi. Hem mais je pouvais pas en fait, je pouvais pas y échapper puisque parler pour moi d'un amour inconditionnel et mythologique, de fait, c'est parler de ce rapport, où, en fait, on n'aime pas l'autre pour ses qualités, on n'aime même pas l'autre pour ce qu'il est. Au bout d'un moment, on n'aime même pas l'autre pour ce qu'on aimerait qu'il soit, mais on aime l'autre parce qu'il est là et parce que c'est lui ou elle et que et c'est moi et c'est tout.
et qu'on ne peut pas vraiment expliquer ça. Et c'est vraiment d'arriver à cette forme d'épure, en fait, du sentiment amoureux, du coup, qui a fait que j'ai dû commencer très, très bas et que j'ai dû commencer vraiment sur 2 personnages. Un qui était en roue libre sur son fantasme et qui, du coup, créait son fantasme, partout autour de lui, et donc ne vivait pas dans la réalité et donc n'était pas dans un amour vrai. Et elle n'a jamais appris à ce que c'était que l'amour du tout, puisqu'elle est hors de l'humanité au départ du film. Donc ça a été vraiment, en fait, d'écrire ce trajet-là. Et c'est pour ça que je parle de naissance de l'amour, parce que parler de naissance, pour moi, ça revient au titan, ça parlait d'une humanité nouvelle. Et je crois qu'au moment où j'ai écrit le film, j'ai mon j'avais enfin, mon humanité était constamment remise en question par le monde. Je trouve qu'on vivait dans un monde très noir. Trump était encore président à cette époque-là et moi-même, j'étais devenue très, très pessimiste et du coup, j'ai vraiment eu besoin de me dire que, finalement, on allait arriver à la fin d'un cycle, mais qu'un nouveau cycle allait commencer. J'avais besoin de penser ça. Mais je comprends quand vous dites que Titane n'est pas un film pessimiste, parce que je trouve qu'au-delà de sa noirceur, c'est un film qui raconte un itinéraire, alors certes très, très compliqué, très tortueux, très, très bizarre, mais vers l'amour et vers la liberté. Et on débouche sur une forme d'utopie sentimentale qui, pour exister, doit abolir les règles sociales, familiales, sexuelles. Et, euh, et en quelque sorte, alors même si vous n'aimez pas les comparaisons, c'est vrai que c'est un film, c'est en ça, je trouve, que le film se rapproche beaucoup de Crash de Cronenberg, qui lui aussi, au-delà de pratiques sexuelles un peu déviantes, montre que ces personnages sont à la recherche de quelque chose, d'un idéal qu'ils n'arrivent pas à atteindre, mais qu'ils veulent désespérément essayer, en tout cas, d'y arriver. C'est totalement vrai et je pense que il est mais de la même manière, finalement, moi, je trouve que moi, j'adore Crash, évidemment. Moi, ce qui est bizarre, c'est que je crois que j'ai fait un peu l'inverse, la démarche inverse. Crash, pour moi, est un film en fait, qui va venir ausculter, voire dépecer les sentiments, mais de manière presque clinique. Euh, D'un couple, voilà, le rapport du couple, le rapport au sexe et tout ça, mais il y a vraiment quelque chose oui, qui est très presque, ouais, qui est médical, quoi, dans sa manière d'aborder ça et ce qui fait sens d'ailleurs avec son traitement de la chair, entre parenthèses. Moi, je crois que j'ai essayé d'être carrément dans la chair, quoi. J'ai essayé de parler depuis l'intérieur de la chair. D'ailleurs, ce que je fais plusieurs fois dans le film, au niveau du son, c'est qu'on part dans des bulles comme ça où on est dans le corps, où j'essaye d'être dans le corps, donc dans le corps des victimes, quand ils se font tuer, dans le corps du ventre, pour le bébé, tout ça, machin. Enfin, c'est vraiment j'essaie d'être dans le corps énormément mais ce qui nous lie, je pense, c'est la question du regard, que le regard des personnages. C'est-à-dire que moi, ce qui me marque énormément d'ancrage, c'est comment le couple, en fait, comment le regard de l'un à l'autre évolue et finalement, partant d'une très forte distance, puisqu'on a ce plan du début où lui, il arrive derrière elle, sur le balcon, il se regarde pas, voilà, il ne se regarde pas, sauf à la fin. Voilà, mais c'est ça. Mais moi, je pense que c'est ça que je partage avec ce film, c'est le rapport au regard, puisque pour moi, on parle de quelqu'un qui n'est pas regardé, qui n'est jamais regardé par aucun de ses parents, et qui du coup façonne sa monstruosité aussi. L'absence de regard fait qu'elle-même n'a pas de contour finalement, et que ça peut devenir quelqu'un d'assez monstrueux moralement parlant. Euh, et puis on a le regard de Vincent sur son fils, qui est un regard donc fantasmatique, faux, qui est un regard de carton-pâte, en fait, presque, et qui est pas juste. Et en fait, finalement, c'est comment elle, son regard vis-à-vis de lui, qui part vraiment de quelque chose heu, en fait, de la nécessité, quoi. Elle est avec lui par nécessité, en fait, elle ne s'intéresse pas à cette personne du tout, et lui, pareil, en fait, fondamentalement. Et comment finalement ils vont enlever les couches de leur regard pour pouvoir voir transpercer l'autre de leur regard et pouvoir se regarder vraiment et de se montrer aussi vraiment aussi, hein, ça va de pair. Et ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qui me paraît infiniment positif. C'est-à-dire que d'aller regarder, l'humain dans l'autre et donc de regarder sa propre humanité à travers l'autre, mais sans mentir.
Je sais que vous avez écrit Titane en pensant à Vincent Lindon, dès le départ pour le rôle, de Vincent. Comment est-ce que vous avez engagé ce dialogue avec Vincent Lindon au sujet de ce personnage? Comment vous l'avez élaboré, créé, ensemble ou séparément? Alors en fait, moi j'avais commencé à écrire des choses, quand j'ai commencé à penser à Vincent et puis, Vincent et moi on se connaît quand même depuis un certain temps donc penser à lui m'a aidé à nourrir le personnage. J'ai écrit complètement, de mon côté. Enfin, Vincent n'avait aucune idée de ce que j'écrivais. D'ailleurs, quand je lui ai proposé le rôle, c'était très, très au début de mon processus d'écriture et lui n'avait rien lu. Il a dit oui sans rien lire, mais vraiment complètement, à l'aveugle. Il avait vu Grave quand même qu'il avait beaucoup aimé, mais en fait, il est vraiment parti sur le projet à l'aveugle. Moi, j'ai écrit de mon côté, en nourrissant quand même, le personnage de ce que moi je voyais de Vincent et de ma volonté de le montrer d'une certaine manière, qui était ma manière à moi de le voir, avec tous ces extrêmes, mais qui moi m'inspirent beaucoup de compassion, d'amour et finalement d'humanité. C'est quelqu'un qui me touche beaucoup et c'est vrai que les extrêmes, c'est quelqu'un de très bouillonnant, Vincent, et qui vraiment, est n'est fait que d'extrêmes qui cohabitent en permanence. Voilà et ça c'est quelque chose que j'ai voulu mettre dans le film parce que j'avais envie dès le départ d'aimer mon personnage et malgré sa grande folie et tout ça, j'avais vraiment besoin d'un personnage qui soit celui qui soit le garant de l'émotion dans le film. C'est-à-dire que quand Vincent arrive, même s'il a cette folie-là, on peut s'identifier à lui. Il nous apporte quand même, une voie vers l'humanité, ce qui est pas le cas du personnage d'Alexia. Or, vu que Vincent arrive au bout de 30 minutes de film, il fallait vraiment qu'il y ait un renouvellement, en fait, de nous, notre souffle, en tant que spectateur, quoi, une réactivation du lien vers les personnages qui se fasse au niveau de l'émotion, alors qu'au début, avec Alexia, le lien qu'on a avec elle n'est que corporel et actif, en fait. Juste, on est dans l'action avec elle, à 100 et on est dans son corps, mais on ne peut pas s'identifier à elle réellement. Donc ça réactive beaucoup les enjeux, de mon film à cet endroit-là et donc voilà, c'est comme ça que j'ai écrit et Vincent, finalement, a une version assez tardive, du scénario. Après, pour évidemment, je lui ai dit assez vite qu'il fallait qu'il travaille sur son corps beaucoup, pour pouvoir faire le film puisque, donc le personnage prenait des stéroïdes, presque depuis le début de l'écriture, il fallait rendre ça crédible et tout ça et puis, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup, en fait, à ce niveau-là, c'est mon côté un peu américain, mais j'aime beaucoup le fait que les acteurs travaillent sur leur corps pour un rôle, parce que c'est vrai que je trouve que leur corps, finalement, va être leur meilleur compagnon de jeu. Or, Agathe, qui joue Alexia, elle avait évidemment, elle devait apprendre à danser, tout ça. Elle a travaillé sur son corps aussi, mais pas autant que Vincent, mais parce que Alexia, je savais elle aurait, Agathe, qu'elle aurait les prothèses. Et là, pareil, les prothèses, c'est des compagnons de jeu incroyables parce que c'est vrai que ça a une puissance d'invocation chez les acteurs et les actrices quand ils se voient comme ça, qui est colossale. Et je voulais qu'il y ait la même chose aussi pour Vincent quand il se voit dans le miroir et qu'il voit bien son corps et qu'il voit voilà, que ce n'était plus le corps de Vincent Lindon, en fait, du tout. C'est son corps qui était devenu une prothèse. Voilà, exactement. À côté de Vincent Lindon, voilà, qu'on connaît mais qu'on découvre pour la première fois comme ça, il y a une jeune actrice qui, elle, pour le coup, est une vraie révélation, une vraie apparition, c'est Agathe Roussel. Comment vous l'avez cherchée? Comment vous l'avez trouvée? Comment vous avez travaillé avec elle? C'est son premier long métrage, je crois? Oui, en fait, pour le casting, on a rapidement compris avec, Christelle Barra, la directrice de casting qui a travaillé sur le rôle d'Alexia, qu'on allait s'adresser à des non professionnels parce que moi je cherchais vraiment un visage inconnu. Déjà pour des raisons, des raisons narratives. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment que les spectateurs puissent, croire à la métamorphose d'Alexia à chacune de ses étapes, sans projeter d'autre chose que ça dedans. Donc il fallait vraiment, qu'on ne l'ait jamais vue. Moi, l'idée du travestissement me met pas à l'aise du tout. Je veux vraiment en fait à travers la métamorphose d'Alexia, on croit vraiment à la possibilité de cette humanité-là, qui est une humanité fluide. Voilà et ça du coup, c'était vraiment, voilà, c'est très important d'avoir un visage, voilà, qu'on connaissait pas. Il fallait que ce visage soit aussi androgyne
pour supporter les différentes étapes de la transformation et aussi qui puisse vraiment varier selon les angles de caméra et la lumière. Il se trouve que Agathe, elle a vraiment des angles incroyables de visage qui m'ont vraiment fascinée quand je l'ai vue. Et donc du coup, on a fait un casting d'actrices non professionnelles, enfin de jeunes non professionnelles, donc qui n'étaient pas actrices en fait, en regardant beaucoup sur Instagram, en cherchant des profils physiques d'abord, sachant que moi, après, derrière, j'aurais un travail énorme à faire de direction d'actrices, d'acteurs pendant la prépa, même avant la prépa et tout ça, pour quand même, parce que moi j'allais travailler sur un territoire complètement vierge, et pour que quand même on ait une qualité de jeu évidemment suffisante et nécessaire pour le film. Donc, quand j'ai décidé que ce soit Agathe, que ça allait être Agathe, pardon, à partir de là, on a commencé à travailler ensemble, sauf que le rôle est quasiment muet. Donc, on ne pouvait pas trop travailler sur les scènes. On a fait évidemment des lectures avec Vincent et tout ça quand même pour qu'elle ait une vision du film qui soit globale et tout ça mais il fallait quand même que je choisisse des scènes, voilà, à lui donner, des scènes de jeu avec du dialogue pour la diriger et donc pour qu'on amorce quand même ce travail de jeu, avec des dialogues. Parce qu'en plus, vu que son personnage, non seulement il est muet, mais en plus, l'émotion vient au fur et à mesure du film. On part sur quelqu'un qui a une forme de psychopathie au début et donc qui n'exprime que très peu d'émotions. Mais exprimer très peu d'émotions, c'est quand même, il faut que ce soit quand même joué. Parce que sinon, on a quelque chose de totalement plat et là, c'est une plante verte. Enfin, on peut pas, voilà, on peut pas travailler, on peut pas filmer ça. Et donc, je l'ai fait travailler sur différents dialogues importants pour moi, notamment le dialogue I'm Mad as Hell dans Network de Sidney Lumet, qui est un monologue incroyablement enflammé, incroyablement émouvant, que moi j'aime beaucoup. On a travaillé sur le monologue aussi de Donna dans Twin Peaks quand elle parle à la tombe de Laura Palmer, où elle lui annonce qu'elle était avec Bobby, tout ça, machin. Et non, pas avec Bobby, c'est avec l'autre, n'importe quoi, Bobby, je ne sais plus son nom. James? James, je crois. Et puis on a travaillé aussi sur Killing Eve, parce que c'est une série qu'on aime toutes les deux beaucoup, et donc on a travaillé sur Villanelle pas mal. Et voilà, enfin, c'est sur différents textes comme ça pour en fait sortir des choses d'elle et que moi aussi je vois l'étendue de ses possibilités avant, que je vois ce qui était faisable et donc voilà. Et puis évidemment le travail sur son corps énormément, le sport et la danse beaucoup. Elle faisait déjà de la danse ou du mannequinat Non, peut-être qu'elle a fait du mannequinat, je sais pas, mais pas de danse. Et non, là on a travaillé en fait avec Doris Arnold qui est une spécialiste du pole dance européen. Et là, on n'est pas sur du pole dance, on est sur du striptease, mais Doris a complètement, vraiment initié Agathe à ça. Et c'était super intéressant de travailler. On faisait les chorégraphies toutes les trois ensemble et tout ça, parce que moi, il fallait que je crée les chorégraphies qui aillent avec le film, qui aillent avec la voiture, qui aillent avec quelle séquence et tout ça, telle séquence. Et c'était super passionnant à faire. Et c'était bien pour Agathe aussi. Et justement, si on veut parler un peu de fabrication, quels ont été les défis, soit techniques, soit artistiques, soit les deux, les plus excitants ou les plus difficiles à relever, que ce soit au moment du tournage ou après? Vous avez beaucoup parlé de la direction d'acteurs et d'actrices, mais est-ce qu'il y a quand même des plans très élaborés dans le film? Qu'est-ce qui vous a vraiment donné du fil à retordre ou pas? Oh. Alors, faut savoir que voilà, tout le film a été très difficile à tourner. En fait, on n'a pas eu un jour tranquille, c'est-à-dire qu'il y avait tous les jours des challenges très très importants. Et quand c'était pas un truc, les prothèses, le feu, la figure, la machinerie, les décors, en fait, c'était soit quand c'était pas l'un, c'était l'autre, ou alors tout en même temps. Et c'est arrivé plusieurs fois que ce soit tout en même temps. Mais en fait, j'ai envie de dire, pour moi, les trucs les plus difficiles sont aussi les plus jubilatoires à faire, donc ça va vraiment de pair. C'était de toute façon, un film hyper ambitieux, à la mise en scène, à la lumière, pareil au cadre et et au jeu. Hem, donc voilà, ça a été un flux continu de sueur froide mêlée avec beaucoup de jeux de liesses communes, heu je crois que ce qui est bien, c'est qu'on avait l'impression quand même tous de faire quelque chose, d'important, de quelque chose de différent et hem et c'est vrai on a commencé par, le premier jour de tournage, c'était le plan séquence du salon. Donc commencer sur plan séquence qui est quand même vraiment un challenge
technique colossale et puis de jeu aussi parce que c'était très fatigant pour Agathe. Plus toute la figuration avec les 300 figures et tout ça. Plus c'est un challenge de décor énorme parce qu'il fallait ramener toutes les voitures, fallait recréer ce hangar qui a été fait, qu'on a fait de toutes pièces, hein, donc dans un studio en fait, hein. Et donc il y a tous les étages, évidemment au cadre, l'exosquelette plus la grue, enfin moi ouais, c'était un sacré truc ce plan et en fait, c'était le premier jour de tournage et moi je suis hyper contente qu'on ait commencé par ça parce que déjà c'était excitant pour tout le monde dans le sens où tout le monde avait quelque chose à manger sur ce plan. Chaque membre de l'équipe était vraiment, avait quelque chose à défendre et donc du coup, en fait, on commence le tournage sur un truc où on finit hyper soudés parce qu'on a réussi notre coup et on le sait, parce qu'on a fait, je crois qu'on allait jusqu'à 37 prises, mais pas parce que ça n'allait pas, mais parce qu'en fait, on avait, je sais pas, en tout, on a eu 7 ou 8 prises qui étaient formidables et c'est juste qu'on a continué parce qu'on n'avait pas fini la journée, quoi, et qu'on n'avait pas s'arrêter là. Mais on était, enfin, il y avait, voilà, un enthousiasme partagé qui était incroyable et donc ça nous a commencé, ça a lancé le film sur une solidarité folle dans l'équipe et ça, c'était super. Mmh. Quand vous préparez le film, la mise en scène, vous storyboardez vos films, c'était nécessaire à cause des effets spéciaux ou c'est quelque chose que vous faites En pas? fait, c'était nécessaire pour les scènes de feu notamment, parce que les scènes de feu, demandent quand même beaucoup d'organisation au préalable, beaucoup de prépa, hem et donc il fallait que les cadres soient très, très clairs dans la tête de tout le monde depuis le début. Donc pour toutes les scènes de feu, c'était storyboardé. Je crois que j'ai storyboardé aussi la dernière scène pour les prothèses et le bébé et voilà, et peut-être une ou 2 autres pour effectivement des trucs de prothèses. Mais moi, je suis pas très storyboard, je dois dire que c'est pas un en fait, je trouve que quand on a un storyboard, sous les yeux, le risque, c'est de s'en tenir au storyboard. Or, ce qui est hyper agréable quand on fait un découpage très précis, ce que je fais, c'est que plus c'est précis et plus on peut se laisser aller à de l'impro et se dire: «Ah non, en fait, je pense qu'il vaut mieux faire ça comme ça», sur le plateau sans être coincé. Et c'est pour ça que moi je préfère faire vraiment à l'ancienne où j'ai mon stylo, ma feuille et j'écris dans mon carnet, chaque plan comme ça. Voilà, je les réfère à Ruben, on en parle ensemble, on dialogue ensemble, mais je le fais vraiment old school, quoi et donc voilà. C'était peut-être sur tout le film, on a dû storyboarder 8 scènes, un truc comme ça. Mmh. Après le succès de Grave, vous avez reçu des propositions de films en Amérique. Vous avez préféré tourner votre deuxième film en France. Est-ce qu'un projet comme Titane aurait pu voir le jour ailleurs qu'en France, justement? Et euh, quels sont les avantages et les inconvénients de tourner un film comme Titane en France? Alors est-ce que ça aurait pu voir le jour aux États-Unis? Alors, ailleurs qu'en France. En Belgique, oui, mais pas à ce prix-là. Oui, c'est ça. Aux États-Unis, je pense que, en soi, oui. En théorie, oui. Mais je suis pas sûre que j'aurais pu aller jusqu'au bout de ma pensée. Ça, c'est un gros doute que j'ai. Je pense que c'est un film qui aurait été plus limité et du coup, je pense plus manichéen. Et donc ça aurait pas été Titane. Mmh, non, je voulais en fait, en France, ce que ça permet, mais en France, ce que c'est en fait, le gros avantage d'être en France, c'est effectivement qu'en tant qu'auteur-réalisateur, enfin, je veux dire, personne nous met des bâtons dans les roues, quoi. Si à la fin, on a moins de 16 ans, on a moins de 16 ans, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, au niveau de l'élaboration de la pensée dans le film, personne nous dit qu'on peut pas aller là. C'est-à-dire que tous les chemins restent ouverts et ça, c'est super agréable. Hem Après, effectivement, est-ce que j'aurais pu avoir plus de budget aux États-Unis? Probablement, mais à quel prix justement? Donc, pour moi, plus de budget d'ailleurs, ça veut pas forcément dire plus d'effets spéciaux, c'est juste une question de confort de travail. C'est-à-dire que vraiment, là, sur Titane, avec le budget qu'on a eu, on était quand même dans des qui est important, Un hein. budget Ouais, assez ouais. conséquent par rapport à un film d'auteur français. Absolument, mais par rapport à un film de genre, non. C'est ça le truc. C'est que en vrai, c'était vraiment toujours des journées super, super, short et super difficiles parce qu'il y avait tellement à mettre dedans, on avait tellement à tourner et tellement d'obstacles, qui nécessitaient, je pense, des heures de pause de prothèse, avec les resets de prothèse, le feu. Ça, vous imaginez que c'est pas des trucs où on peut dire: «Coupez, on la refait». Non, non, c'est-à-dire c'est couper,
reset, combien de temps de reset, une demi-heure, 1 heure, tout ça, machin. Donc, faut attendre, faut mettre en place d'autres trucs pendant ce que enfin, ça a été vraiment, vraiment en termes d'organisation, de plateau, ça a été un Rubik's cube, quoi. C'était vraiment compliqué et c'est en ça que je dis c'est vrai que c'est un budget confortable, mais c'est un budget important, mais c'était pas un confort de tournage du tout. Aux États-Unis, je pense qu'on promet plus de confort de tournage, mais on n'a On en pas la paye le prix liberté, après. voilà. En tout cas, le résultat est très, très impressionnant. Merci. Merci beaucoup, Juliette Cournot. Merci. Her voice was soft and cold, her eyes were clear and bright, but she's not there.